Une réalisation de Studio Machiavel. Vous écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Il a pris l'entreprise, puis il a fait crack, là. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Tu peux essayer des trucs, puis que ça va peut-être pas lever. Les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse joke de l'année. Dans 5 ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 17e épisode, nous recevons Dany Papineau de l'entreprise Oui Chalet, plateforme de réservation de propriétés en nature. Nous discutons de son expérience avec Airbnb, les déboires avec la fiscalité qui en ont résulté, les Papineaux en Estrie et les ambitions de Oui Chalet. Pour ce faire, voici vos co-hôtes, Hamza Ganati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, on reçoit Dany Papineau de l'entreprise Oui Chalet. Donc, Dany, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Hamza, merci d'être avec moi. Merci Louis, et encore une fois, bienvenue Dany. Merci. Donc, rapidement, Oui Chalet, c'est une plateforme de réservation de chalets au Québec. Mais avant de... De propriété en nature. De propriété en nature, Ouais, dit encore. C'est-tu dans ton storytelling, ton branding que tu as défini ça? Non, le chalet, je trouve c'est très narrow. Je trouve que t'as encore des termes anglophones, mais oui, c'est très pointu comme terme, tandis que propriété en nature, c'est plus... c'est large comme champ. C'est un créneau qui est très populaire, non seulement au Québec, mais à l'international. Wow. Nice. OK, on prend note. On prend note. Puis sans plus tarder, on aime bien poser une question pour briser la glace, pour bien commencer les choses. On veut savoir, Dany, quel type de pain es-tu? J'y ai pensé. J'avais deux types, mais je me suis dit, moi vous dire celui-là, je pense que j'étais un hostie. Un Oh, nasty. wow, là, Nasty. oh, je l'avais pas vu, ça, là. Je l'avais pas vu venir. Ouais. Damn. Le corps du Christ. Wow. OK, explique-nous ça. Ouvre ta Pourquoi? bouche et mange-moi. Oh, shit! Yes sir! Non, Yes sir! Non, mais c'est comme... C'est dans différents sens. Un, ça colle au palais quand tu te mets ça au palais, puis c'est pas décollable. Puis ça me fait penser à... Si j'ai une idée dans la tête, là, je lâcherai pas, tu sais. Puis aussi dans le sens, justement, j'ai la tête dure, fait que ça peut être Hostie Papineau, il va-tu lâcher, tu sais. Fait que c'était un peu ça l'idée. Hey, on voit déjà pourquoi Dany Papineau est un entrepreneur provocateur, un controversé. Je pense que vous aussi l'avez pas déjà entendu. Je pense que vous avez déjà entendu comment Dany Papineau a été quelqu'un qui était très controversé. Donc, dis-moi par rapport justement à ton parcours so far, évidemment, man, pour ceux qui te connaissent, ils peuvent te connaître par rapport à ton expérience en cinématographie, d'autres en tant qu'entrepreneur avec Oui Chalet, d'autres même avec des sens beaucoup plus controversés. Parle un peu justement du parcours que tu as vécu au cours des dernières années. À partir de quelle année on parle? La question est à toi. Peut-être Deux Frogs dans l'Ouest. Deux Frogs dans Commencer avec l'Ouest, ça. ok. Ben, j'ai fait 20 ans, quasiment 20 ans d'années en cinéma. J'ai fait à peu près tous les postes inimaginables sur un plateau de tournage, autant derrière la caméra que devant la caméra. Puis c'est ça, j'ai coécrit, coproduit, réalisé, joué et distribué un film qui s'appelle Deux Frogs dans l'Ouest, qui est sorti en salle en autour de 2010. Ça a pris 10 ans de ma vie à faire ce film-là. Puis avec du recul, c'était un projet entrepreneurial, c'est vrai, définitivement. C'est moi qui portais ça. C'était vraiment basé aussi... quand j'avais 21 ans, j'étais parti dans l'Ouest canadien avec des amis pour aller apprendre l'anglais pendant un été. À l'époque, j'étudiais en génie civil à Sherbrooke. Puis à la fin de l'été, je suis jamais revenu au Québec. Donc j'ai continué à vivre dans l'Ouest, en Alberta, pendant quasiment 2 ans de ma vie. Après ça, je suis revenu à Montréal. C'est là que j'ai commencé à travailler en cinéma. Puis à peu près pendant 2 ans. Plus j'ai fait de la figuration, du stand-in, de la doublure d'éclairage sur des plateaux américains et tout. Puis j'ai ramassé mon argent pour retourner à Vancouver pour aller étudier à une école qui s'appelait la Vancouver Film School, un cours d'acteur d'1 an que j'ai pris de 2000 à 2001. Puis finalement, j'ai vécu à Vancouver pendant 6 ans, puis travaillé en cinéma là-bas. Et évidemment, l'industrie justement de la cinématographie en termes de acting, c'est un milieu qui est extrêmement compétitif. Là. Déjà, on est même pas à Hollywood, là, on est juste au Canada. Ouais. Comment, justement, cette expérience-là, à la fois à diriger, à réaliser un film, mais aussi juste à faire des gigs pour essayer d'avoir un rôle dans un film ou un projet, quoi que ce soit, comment c'est ta shape-up aussi en tant qu'entrepreneur? Faut pas que tu abandonnes, ultimement. Faut que tu persévères. Faut que tu t'entraînes, tu prends des cours.
quand j'étais à Vancouver, je prenais beaucoup des cours essayer de perdre mon accent québécois pour avoir des rôles plus aux États-Unis. Pas nécessairement aux États-Unis, mais juste au Canada anglais, même à Vancouver. À Vancouver, c'est qu'il y a une grosse industrie américaine qui tourne en ville. Il y a des productions canadiennes, mais c'est majoritairement américain. Did that work? Pardon? Did it work? Ouais, j'ai eu des rôles, des petits rôles, mais je me suis mis à avoir quelques petits rôles. Mon premier rôle, j'avais eu un rôle de vampire dans un film qui s'appelle Underworld Evolution avec Kate Beckinsale, qui est un gros film hollywoodien. J'avais 2-3 lignes là-dedans. J'ai encore des chèques qui viennent à moi quasiment tous les 2 mois, à peu près 60$ US. Parce que t'as des royalties sur ça. Puis écoute, j'ai tourné ça en 2001, je pense, tu sais. Fait que je peux pas imaginer comment Hugh Jackman sur X-Men ou les gros acteurs hollywoodiens qui font des films non-stop à des blocs, ça doit être fou les chèques qu'ils reçoivent après des années, là. Mais j'ai tourné dans une couple de séries canadiennes là-bas. Puis j'ai fait je me suis impliqué beaucoup dans la scène indépendante, en fait. Je me suis fait beaucoup d'amis dans la scène indépendante de films, autant sur la côte ouest que ultimement au Québec, là. Mais, fait quoi, c'est un peu ça, ouais. Ça a élargi ton réseau de contacts, ça t'a permis de peut-être mettre certaines bases là, pour commencer ensuite dans l'entrepreneuriat? Ouais, ultimement, j'avais commencé à faire j'étais plus dans les courts-métrages et tout. Puis quand j'ai commencé Deux Frogs dans l'Ouest, j'ai fait une version court-métrage tout d'abord, que j'avais auto-financé moi-même. Puis j'avais appliqué une bourse de l'Office national du film à Vancouver. Puis il y a tout un monde de franco-canadiens ou de Québécois qui vivent hors Québec. Donc, il y avait des petites subventions pour ça. Je pense que j'avais eu une bourse de 1000 ou 2000 $, pour shooter mon film. Mais tu sais, ça m'a comme entraîné à appliquer, comment ça marche une subvention. Puis là, il faut que tu livres la marchandise, tu as tes deadlines, etc. Puis j'ai utilisé ce film-là, le court-métrage de 20 minutes, pour ensuite à écrire la version long-métrage ça a pris quasiment 5 ans à écrire la version. Puis écrire, c'est réécrire. Tu finis plus de réécrire des versions. Puis ultimement, c'est ça, on est allé tourner un bout d'essai. On a pris 30 000 $ pour tourner le début du film, la version cinématographique là, qui est en salle. Ça a été tout un épopée. Là. Je pourrais quasiment faire un show juste là-dessus. mais ouais, ça m'a... Deux Frogs, ça a été vraiment... tu sais, il faut trouver une compagnie pour shooter un film. Il faut que tu payes tout ton staff. Il faut que tu aies du financement. Faut que... mais la grosse différence entre une startup, si je regarde Oui Chalet, puis si je regarde un film, quand tu as un film, tu t'en vas en salle... c'est le premier week-end. Il faut que ça marche en salle le premier week-end, sinon c'est un flop, puis out. Puis là, tu t'en vas straight to DVD, whatever. Tandis qu'une startup en tech, si ça marche pas ta première fois, tu peux m'en refaire une deuxième version. Je vais la relancer, je vais la changer, je vais refaire une autre version, je vais la relancer. Fait que tant que tu abandonnes pas, tu sais, ton projet, il est encore vivant. Tandis qu'un film, c'est comme, OK, c'est comme si tu vas au bat de baseball, puis c'est comme, faut que tu scores tout de suite un coup de circuit, sinon t'es out. Donc, mais le film a eu quand même une très bonne réponse. Il y a encore des gens qui m'écrivent, que ça a changé leur vie. Il y a encore des gens qui m'écrivent dans les dernières semaines, j'aimerais savoir un poster, j'aimerais savoir Mais je suis juste trop occupé à coucher à la prison. Ouais, non, c'est pour entretenir ça. Mais c'est fou parce qu'il y a tellement de Québécois que je connais, soit d'amis ou de personnes justement que je vois dans mon réseau qui partent à BC, puis qui partent de vivre une expérience et tout. Puis c'est fou comment justement l'exode justement de l'Est canadien à l'Ouest canadien, qui ont quand même des valeurs assez similaires, mais deux réalités quand même complètement différentes. C'est pour toi, quand tu vois justement un peu désolé pour le temps, mais ce fantasme par rapport à l'Ouest canadien, comment tu le qualifierais à partir de toi qui a quand même beaucoup d'années d'expérience? Exemple, pour un Québécois qui aimerait partir au BC, à quoi il peut s'attendre? Premièrement, ça fait partie de la naissance du Canada que les francophones vont vers l'Ouest. Il y avait un bon livre que j'avais lu qui était Volkswagen Blues, qui suit justement quelqu'un qui part vers l'Ouest en Westphalia. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, le film, puis ce que ça a été pour moi quand j'avais 21 ans, c'était la quête de la découverte de soi, ultimement. T'sais. Moi, je suis parti dans l'Ouest, j'avais 21 ans à peu près. Fait que tu pars, t'as jamais sorti. C'est la première fois que je suis laissé l'université, whatever, puis tu vas dans un endroit qui était c'est majestueux, là, les Rocheuses canadiennes à Banff. Là, j'ai été là 2 ans, c'était tellement beau. Mais en même temps, tu te cherches, tu te découvres, tu rencontres plein d'autres jeunes Québécois qui sont aussi dans leur vingtaine, qui sont perdus, whatever, jusqu'à un certain point. Mais donc, puis il y en a qui vont là aussi pour fuir. Je sais pas. Mais c'était pas ça ma motivation au début. Moi, c'était vraiment d'aller apprendre l'anglais.
Mais finalement, je suis tombé en amour avec le BC, avec l'Ouest, l'Alberta, le BC, c'est tellement beau. Puis à un moment donné, tu fais des amis, fait que tu fais une deuxième vie là-bas. Là, ouais. Nice. Puis vu que c'est vraiment important dans la genèse éventuelle de We Chalet, Mm-hmm. peux-tu me parler un petit peu de qu'est-ce qui a mené à Airbnb Secrets? Puis Donc- tous les scandales avec, là. Ouais, ben les scandales, écoute. Donc, après, Deux Frogs, c'est un film qui a été totalement autofinancé, OK? Mhm. On pensait faire le film pour à peu près 200 000, puis finalement, les coûts ont explosé. On s'est ramassé, ça a coûté je pense que c'est 450 000, ça avait coûté au final. Ok, ouais, ça a plus que doublé, là. Ouais, mais tu sais, en valeur cinématographique, en look, le film a l'air d'un film de 2-3 millions. On l'avait shooté pour 450 000, ce qui était vraiment pas gros à l'époque. Là, on était en 2021, c'était en 2010 qui est sorti. On l'avait shooté sur une caméra RED, un peu similaire à ce que tu as ici, comme le Canon. Ok, hein. wow, nice. C'était une très bonne caméra à l'époque. Ouais, c'est hyper reconnu, le Red. Ouais, la RED, c'est ça. top. Puis, elle venait de sortir dans le temps de Deux Frogs. Ok, Quand on a c'est shooté, on a commencé à shooter en 2008. On l'a shooté sur 2 ans, Deux Frogs, en Ok. différents segments, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour le faire tout d'une shot. Fait qu'on l'a shooté en saison. Ça a été quasiment 60-80 jours de tournage en tout. C'était une grosse épopée. Une Puis- Red, même dans le temps, ça valait comme 50 000, là, right? Ouais, on les louait, tu sais. Ok. Fait que... C'était cher quand même à la En fait, notre cinématographe, le gars qui faisait notre cinématographie, Christian Bégin, c'est un Québécois qui vivait dans l'Ouest, qui avait shooté full le film de mountain bike, puis de snowboard, puis le kit. Fait que lui, c'était acheté une Red. Fait qu'on Ok. on louait ses services avec sa Red, OK. mais on louait les lentilles dans un autre magasin qui avait des lentilles. OK, je vois. ok. Ouais. Fait que c'est ça, le film s'est mis à... Plus qu'on avançait dans le projet, plus les coûts ont explosé. J'ai un ami d'enfance qui a mis quasiment 200 000 dans le film. Moi, j'avais prêté de l'argent à mes parents. Tu sais, j'étais rendu à quasiment proche de 100 000 j'avais mis dans le film. Puis à l'époque, là, j'étais un acteur cassé. Là. Je faisais pas une scène. Là, tu sais, j'étais comme... Je faisais moins 20 000 par année, puis moi, mes dépenses me restaient comme 10 000. Là, tu sais, fait que pour moi, là, 450 000, c'était comme énorme. Là, tu sais. Fait que quand on a fini Deux Frogs, justement, premièrement, le film est sorti en salle. On se fait tasser de la salle très rapidement parce que le premier week-end, c'était pas rempli à fond. On sortait au mois d'octobre, c'était le week-end de l'Action de grâce. Il a fait super beau. Le monde ne veut pas aller au cinéma. Puis un petit film indépendant, là, c'était pas rempli le premier week-end, c'est out. Fait que ça m'a lancé sur un circuit de faire tout le tour des cégeps, toutes les universités du Québec, faire tous les festivals de films. On a fait quasiment une quarantaine de festivals de films. Pendant 2 ans, je suis allé pousser le film quand même, puis aller le présenter partout, puis l'autodistribuer, puis faire les deals avec Super Écran, Vidéotron. Il était sur iTunes, il était dans Walmart, il était partout le film. Okay. Mais c'est moi qui l'ai distribué partout. Je suis allé faire des deals partout. Puis à la fin de ça, j'étais rendu vraiment à bout. Là. Sérieux, là. Un moment donné, je me rappelle, je suis revenu, je voyais le poster. J'ai quasiment le goût de vomir, tellement c'était tellement que... Puis, on avait un duplex à Hochelaga qui avait pris de la valeur parce que pendant 10 ans, on l'avait rénové. Fait que je voulais vendre le duplex pour liquider les dettes du film. Puis notre agent du même nous a parlé de... Je disais, c'est une façon de le louer temporairement pendant qu'on le met à vendre parce que elle dit, t'as-tu entendu parler d'une affaire qui s'appelle Airbnb? Je n'ai aucune idée, tu sais. À l'époque, en 2012, c'était totalement underground. Personne, les médias n'en parlent même pas, c'était nulle part. Ni mes amis, personne, tu sais. Okay. Fait que j'ai ouvert un profil là-dessus, puis j'étais comme, c'est weird, il y a du monde qui vont coucher dans mon lit. Tu sais. Fait que j'avais eu une couple de membres, je disais non. Finalement, Noël est arrivé, Noël 2012-2013, puis là, c'était comme un booking de 800 quelques piastres pour 4 jours, puis on s'en allait comme voir mes parents, là, tu sais. J'étais comme, c'est nice, ça. Et puis on s'est mis à avoir plus de bookings, puis le kit, tellement que j'étais comme, man, ça n'a pas d'allure, là, tu sais, je peux comme enfin respirer, puis vivre, tu sais. Fait que, puis à l'époque, écoute, il n'y avait aucune notion de savoir que c'était comme la location court terme, que c'était un différent type de location. C'était comme, c'était pas là, on n'était pas là, tu sais. Puis plus que les années sont avancées, fait que moi, étant acteur-réalisateur, j'étais comme... Ça a tellement changé ma vie que je me suis mis à en parler à tout le monde. Puis quand tu te lances dans cette aventure-là, tu es souvent laissé à plusieurs essais et erreurs, tu sais.
Fait que j'ai eu des parties. Là, c'est arrivé une fois qu'il y a quelqu'un qui a fait un party chez moi. Il y a eu comme 4000$ de dommages. Ça avait vraiment comme... Ouais. Fait qu'il y a plein de choses que tu peux mettre en place pour empêcher ça. Puis là, j'apprenais tout ça par moi-même sur l'auto. Fait que après 1 an et demi, à peu près, je dis pourquoi je ne crée pas un cours en ligne, airbnbsecrets.com, pour enseigner tout ce que j'ai appris par moi-même, puis pour aider les gens à faire du revenu par eux-mêmes, tu sais, et 2, à ne pas répéter les erreurs qu'un néophyte ferait. Une masterclass, finalement, que tu as fait. Ouais, c'était un cours en ligne, mais tu sais, puis j'avais jamais fait de cours en ligne, fait que j'ai acheté des cours en ligne pour apprendre comment faire un cours en ligne, tu sais. Puis il y a des cours en ligne à cette heure pour apprendre comment faire des podcasts, j'en ai vu. Ouais. On les a pas fait. Non, là. Faites bien ça. Puis ça m'a pris plus que 6 mois, créer le cours, puis le kit, puis apprendre ça. Puis quand j'ai lancé Airbnb Secrets, à l'époque, j'avais fait plus que 200 000 sur Airbnb en tout, puis j'étais comme, faut trouver une façon. Une chose que Deux Frogs m'a appris, c'est que le marketing, t'as beau faire le meilleur projet au monde, si tu sais pas comment faire la mise en marché, puis faire le marketing, ton projet va aller nulle part, tu sais. J'étais comme, faut que je trouve un angle accrocheur pour que les médias puissent en parler. J'étais comme, OK, je veux dire, j'ai fait plus que 200 000 sur Airbnb, c'est ce qui était vrai à l'époque. Puis on va contacter tous les médias. Mais moi, à ce moment-là, Airbnb Secrets, c'était un cours en anglais. T'sais, mon marché, c'était vraiment plus un marché international que je visais. Mais écoute, ça a sorti dans le Journal de Montréal. Puis là, c'est devenu c'était comme la grosse nouvelle virale. Puis même la nouvelle avait propagé que c'était rendu... en Inde, c'était rendu en France, c'était partout, là. Et aussitôt, le surlendemain, genre, Revenu Québec cognant à la porte, la ville, le Touriste Québec, la ville de Montréal. Ça a pris 2 jours, là, ça je te jure, tout m'est tombé dessus, là, tu sais. Puis je venais de vivre comme 10 ans d'enfer avec Deux Frogs. J'étais comme, enfin, ça va comme un peu mieux. Puis là, bang, tu sais. Puis, faut le dire, en 2015, ce qui est la taxation de l'ère Internet et des plateformes web, on était encore le début de tout ça. Là, Uber collectait même pas de taxes en 2015. Personne ne collectait des taxes. Tu n'avais pas de QuickBooks ça, pour faciliter sur Non. Ça fait 6 ans, là, mais ça a bougé en 6 ans. Là, donc, moi, quand ils m'ont tombé dessus, c'était pour la taxation TPS, TVQ et taxes hôtelières. Fait qu'il disait que c'était l'utilisateur qui était responsable de ça. Sur Airbnb, c'était l'utilisateur qui était supposément responsable de les payer. Puis moi, avec mes recherches, quand je checkais, parce que pour bâtir Airbnb Secrets, j'avais fait beaucoup de recherches. J'étais beaucoup abonné à toutes les alertes depuis une couple d'années. Je suivais beaucoup ce qui se passait à l'international. Puis dans d'autres villes comme à San Francisco, je sais que c'est Airbnb qui avait eu à payer 800 000 ou 1 million de taxes. C'était pas les utilisateurs, c'était la plateforme. Parce que c'est la plateforme qui facture les clients, puis c'est la plateforme qui collecte les paiements. Donc, c'est une transaction qui appartient pas à l'utilisateur, elle appartient à la plateforme. Puis au même moment, ils sont mis à Uber, c'était un gros enjeu l'entour de 2015-2016. Et au Québec, ils ont décidé que c'était Uber qui était responsable de la taxation et des arriérages de taxes. Le gouvernement avait amené Uber en cours, d'après mes recherches, là, il avait amené Uber en cours pour un arriérage de taxes de 20 millions. Fait que j'étais comme, OK, avec Uber, vous dites que c'est Uber qui est responsable des taxes, mais avec Airbnb, vous dites que c'est l'utilisateur. Ça faisait pas de sens. Et avec du recul, moi, je prenais que c'était les plateformes qui étaient responsables de ça. Puis avec du recul, aujourd'hui, c'est les plateformes qui sont devenues responsables de collecter les taxes. WeChalet, depuis l'an passé, il y a une nouvelle loi qui est passée, la taxe d'hébergement, c'est tout WeChalet qui collecte. Le gouvernement fédéral a sorti un nouveau budget COVID juste à la fin de 2020. Ils parlent qu'ils vont forcer toutes les plateformes transactionnelles qui font de la location court terme à collecter la TPS sur toutes les transactions. C'est pas encore en place, mais ils l'ont annoncé dans le budget. Et moi, je m'attends à ce que si le fédéral fait ça, le provincial va suivre. Donc, t'es-tu visionnaire? Ouais, c'est ça. Écoute, c'est pas... mais je le voyais, tu sais, ça fait pas de sens. En fait, c'est beaucoup plus facile pour un gouvernement de collecter un seul endroit, beaucoup plus rentable pour un gouvernement de juste collecter la plateforme au lieu de se mettre à collecter des milliers et des milliers d'utilisateurs. C'est trop des coûts. La taxe est beaucoup plus optimisée quand tu collectes à la source. Ouais. Yeah. Mais c'est la première fois justement qu'on reçoit autant un guide d'outillage par rapport à tout ce qui est fiscalité pour l'entrepreneur. Puis ça, on n'en parle pas assez parce qu'à la fin, je pense qu'est-ce que toi tu as vécu à venir chez toi puis demande mon argent du gouvernement, là, ça devait être assez intimidant. Là. C'est intimidant. C'est que, mettons, tu trouves une compagnie, tu as un rêve, tu veux partir ton film, ta business, peu importe quoi. Il n'y a pas un manuel qui vient avec ça, tu sais.
Puis tu as des bonnes intentions, là. Tu veux faire ton projet, là, je veux dire, puis tu vas t'investir financièrement. Puis soudainement, un moment donné, 5 ans plus tard, les impôts arrivent ou whatever. Puis là, c'est quoi, le 5 ans, la dépense de 134 et 23 que tu as dépensé dans ton compte de la banque X, je sais dessus, moi, tu sais. Je veux dire, là, tu ne savais pas, là, on te charge les pénalités, puis on te charge 10 ans d'intérêt, puis on te charge ci, puis ça, puis là, man, c'est fou, là, tu sais. Donc, c'est ça. Moi, je trouve qu'il manque beaucoup d'éducation à ce niveau-là, au niveau de l'entrepreneuriat. Puis on dirait que les gouvernements se déresponsabilisent un peu. Tu es supposé de connaître la loi, mais ils donnent. Il n'y a pas. Ils sont là pour punir, mais ils sont pas là pour t'apprendre comment éviter. Ouais. Je sais pas c'est quoi la solution, mais d'après moi, il y en a un problème, là, tu sais. Puis c'est sûr qu'il y aurait une façon de trouver des solutions pour améliorer ça pour tout le monde. Tu sais. Ouais, absolument. Puis faut pas oublier quand même que tu as un projet en ce moment dont on veut parler. Je pense que Louis Chalet. Non, je sais. C'est super intéressant, Airbnb Secrets. Je pense que ça a amené logiquement à Louis Chalet. Mais c'est quoi finalement là, qui t'a dit, bon, Airbnb Secrets, ça a été une bonne run. J'imagine que tu as fait quand même pas mal d'argent avec juste tes cours et tout. Assez, mais pas. Écoute, c'était pas en fou. Là. Je veux dire, oui, j'ai fait. En fait, tout ce cheminement-là a mis les bases pour Louis Chalet. Puis je m'étais mis à faire de la gestion parce que Airbnb Secrets, c'était un blog aussi. Donc j'avais beaucoup de compagnies de partout dans le monde qui me contactaient pour que je blogue à propos de leurs produits, pour que j'essaie leurs produits, que je blogue à propos du produit et que je le revende à ma communauté sur Airbnb Secrets. Donc, Casper, mettons, qui est une compagnie matelas, m'a envoyé un matelas gratuit de 1500$ pour que je couche dedans, puis que je l'ouvre, puis que je fasse une vidéo, puis c'est un super matelas. J'en ai un. J'en ai acheté un chez nous. Ouais. Mais puis ça m'a fait découvrir plein de produits dans l'écosystème de la location court terme sur le marché global. Des produits qui étaient encore, à l'entour de 2016, l'automatisation, beaucoup de processus s'est mis à apparaître sur le marché en location court terme. Je me suis mis à jouer avec ça très, très early. Puis je me suis mis à faire de la gestion de propriété pour d'autres personnes, ultimement. Fait que tout ça, avec tout ce qui s'est passé avec Airbnb Secrets, la taxation, avec ce que j'ai appris dans Deux Frogs. Deux Frogs, le film se passait dans un gros chalet à Whistler. Et je me suis mis à remarquer que dans les grandes plateformes comme Airbnb, c'était des plateformes très urbaines. C'était pas des plateformes centrées sur le marché en nature. Puis il y a tout un segment de marché en nature qui, je trouve, qui est pris sur des plateformes plus archaïques. Donc moi, j'ai acheté le URL de WeChalet.com à l'entour de 2015 pour 10$, là, tu sais. OK. Donc, ça fait longtemps que j'y pense, mais j'ai commencé à travailler sur le projet à l'entour de 2017. Parce que Deux Frogs m'a tellement brûlé que puis avec Urban Secrets, après, j'étais comme, WeChalet, c'est un hostique de gros projet encore, là, tu sais. Fait que c'était à l'entour de l'été 2017, j'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai tout d'abord créé une version bêta avec un site web WordPress que j'ai investi, je sais pas combien. Dans les thèmes et tout. Ouais, j'ai investi sur un produit bêta. Puis quand on l'a lancé, WeChalet à l'entour de mars 2019. Et il y avait tellement de bugs dans le site. C'était l'enfer. Il y a beaucoup de gens qui étaient pas capables de rien faire. Fait qu'on a décidé de refaire une refonte complète de toute la plateforme dans une technologie de pointe, là. Donc, j'allais chercher un prêt BDC. En tech, il offrait un prêt technologique de 250 000 qui m'a aidé à faire toute une refonte complète. Puis jusqu'à là, WeChalet, présentement, c'est un projet qui est majoritairement entièrement autofinancé. Puis c'est ça, comme j'en parlais, j'ai un de mes amis qui s'appelle Dax Silva, qui est CEO, fondateur de Lightspeed, une compagnie qui performe quand même bien en bourse. Très bien, je dirais même. Dax, c'est un super bon ami, ça fait 5-6 ans qu'on se connaît, il est aussi un mentor dans WeChalet. Puis il vient juste d'investir avec moi un autre 100 000 de sa part dans WeChalet, sous forme de prêt convertible. Donc Dax, c'est le premier investisseur externe à moi-même que je prends dans le projet. Tu prends pas n'importe qui, là, pour investir dans WeChalet. Il est en moyen d'investir, mais il y a
écoute, Dax a une histoire incroyable. Là. Tu sais, il y a comment... Puis Dax a vécu un peu le contraire de moi. Dax vient de Vancouver. Ouais, ça, il a étudié en BC, puis après, il est venu à l'âge de 21 ans à Montréal. Intéressant. Ouais. Puis il a vécu plus la scène rave de Montréal. Puis il y avait un appel spirituel aussi vers Montréal, Dax. Ouais, est-ce que c'est en termes du nightlife ou c'était... Il y avait un appel spirituel par rapport à la communauté juive, entre autres. Nice. Mais oui, le nightlife. Puis il adore Montréal. Là, c'est un Dax, il adore Montréal. Puis fait que c'est drôle parce que on a eu un crossover de gens qu'on connaît. Des gens que j'ai connus sur la côte ouest qui sont rendus à Montréal, puis c'était des amis en commun. Fait que on s'est mis à se connaître à travers son projet Never Apart, qui est sorti justement à peu près il y a 5-6 ans. Never Apart, juste pour résumer, c'est une plateforme média pour justement mettre de l'avant la communauté Pride, LGBTQ, etc. Queer principalement, justement pour mettre ça de l'avant. Donc, il est activement impliqué dans ces communautés. Ouais, je ne l'ai pas mentionné, mais je suis gay, parce qu'il faut dire qu'on est gay, ça a l'air, parce que c'est comme... je sais pas, non. Mais tu sais, ouais, seulement qu'on se connaît à travers la communauté gay indirectement, Dax. Puis, c'est ça, je veux dire, c'est drôle parce que j'étais allé y pitcher où je suis allé, je pense, en 2015-2016, sur une feuille blanche, là, tu sais. Fait qu'il a quand même vu, puis la première été que j'avais commencé à travailler sur le projet, on avait loué un chalet en Estrie, puis il était venu un week-end, tu sais. Fait que il a vu le projet évoluer quand même, tu sais. Donc, mais c'est ça, présentement, il agit aussi comme mentor. On se fait des meetings avec les 2 semaines. Où est-ce que tu es rendu? C'est quoi qui évolue? C'est quoi les bloquants? C'est quoi qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui marche moins bien? Donc ouais, ça l'aide, c'est sûr, d'avoir du mentorat, c'est sûr que ça l'aide. Là. C'est quelqu'un qui est quand même bien établi. Ouais. Je rentrais dans la section maintenant, l'argent du beurre, parce qu'en fait, c'est un excellent point. Puis en fait, je veux même rebondir par rapport à ça. Okay. On ne parle pas assez, mais l'importance de la communauté gay dans la scène des affaires. Est-ce qu'il y a encore plein de tabous? Est-ce que c'est extrêmement difficile? Ou justement, les différents mouvements de Pride, exemple, les grands événements qui se passent, est-ce que ça facilite justement l'inclusion de la communauté LGBTQ, queer, dans la scène des affaires, ici à Montréal et au Québec? Bonne question. Je peux pas dire... De mémoire, Dax, c'est un des rares CEO qui disait ouvertement qu'il est gay. T'sais. Ouais, c'est admirable ça. Puis Tim Cook, je pense, c'est un des rares à Silicon Valley pour Apple. Donc, il n'y a pas une infinité de CEO gay ou lesbiennes ou queer. Il y a tellement de lettres dans LGBT à cette heure. Je pense les suivre. Mais en tout cas, LGBTQ+. Etc. Voilà. Mais... c'est vrai qu'il n'y a pas tant d'exemples ou de success story, tu sais. Mais est-ce que tu dirais que ça t'a ralenti ou toi t'es allé de l'avant, c'est pas quelque chose qui t'arrête? Non, moi, sérieux, là, je peux pas dire que ma vie est définie par ça. Non, elle n'est pas définie par ça, mais je peux pas dire que ça m'a empêché de faire quoi que ce soit dans la vie. Quoique quand j'avais 20 ans, que je suis allé dans l'Ouest, ça a fait partie de ça dans mon cheminement, ultimement mon coming out, tu sais. Ah, okay. Ouais, okay. Puis mon coming out, je l'ai fait quand je suis revenu à Montréal après ça. Mais je peux pas dire que j'ai eu tant d'expérience avec d'autres gars dans l'Ouest, mais c'est vraiment... Ça a fait partie de ça, tu sais. Ouais. Puis c'est sûr que d'après un cheminement de coming out, ça... Je sais pas, tu sais, t'es ailleurs que si, mettons, j'étais straight, puis OK, c'est clair que j'aime les filles à 20 ans, puis là, j'étais déjà en train de partir ma carrière pour faire je sais pas quoi. Ouais. J'ai des amis qui ont fait ça. Moi, ça me lançait dans une autre direction, tu sais. Qui fait partie de la recherche de soi. Okay. Mais... Si tu as eu une meilleure compréhension de toi-même, tôt, quand même. Meilleure compréhension, ça prend des années à accepter. Puis on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais... Écoute, la première fois que j'étais allé sur l'Internet, c'est en 1996 à l'Université de Sherbrooke. T'sais. L'Internet a vraiment aidé le mouvement gay indirectement à s'épanouir, t'sais, sans qu'on s'en rende compte. Fait que moi, quand j'avais 21 ans, j'ai à peu près ça, 196. Fait que, moi, à l'époque, là, je connaissais personne qui était gay. Là. Ouais. Dans ma famille, là, même le mot n'existait comme pas. Là, fait que c'est tellement... Puis maintenant, t'as juste... seul au monde. Puis maintenant, t'as juste comme Grindr facile d'accès. Mais ouais, puis où tu vas s'en aller à Montréal, puis tu vois quelqu'un habillé en arc-en-ciel, ben t'as... Shout-out Cabaret Mado, puis tous les quartiers gays. Mais
Ouais, c'est fou comment que les choses ont changé dans les dernières années, mais il y a une histoire avant ça aussi, tu sais. Fait que, je sais pas, Stonewall et tout, et il y a tout un mouvement. As-tu genre eu comme un mentor, exemple, dans la communauté gay, exemple, qui t'a vraiment inspiré, soit dans les affaires ou juste en tant que personne pour te guider? En film, j'ai pas eu de mentor directement, une personne claire. Je me suis fait quand même des amis gays dans l'écosystème en film qui sont rendus soit... Il y en a qui sont à New York, il y en a qui sont à Los Angeles, il y en a qui sont à Toronto. J'ai des amis qui sont en Europe. Donc, c'est sûr que je me suis fait des amis dans la communauté parce qu'on était gays, on s'est tenait ensemble. Fait que... Mais c'est du bon monde. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que, exemple, quand on remet encore de l'avant toute la période un peu de controverse que tu as vécue, une controverse, c'est rien comparé à cacher ton identité pendant genre presque 20 ans, man. C'est comme quand tu as vu ça, c'est comme, tu sais, je devine en tant que personne, à ta résilience, je pense que ça, en fait, c'est un avantage concurrentiel envers tout autre entrepreneur parce que tu sais qui tu es, you embrace yourself, désolé pour l'anglicisme, mais en même temps, genre comme tout objectif ou de personnes qui te connaissent pas, qui veulent te juger, tu as vécu ça toute ta vie, tu t'en fous un peu aussi, là. Ouais, mais c'est pas aussi ce que j'apprends à voir, c'est la perception des médias. Comment un média peut te positionner ou te positionner d'un certain angle. C'est-tu spécifique au Québec? Non, c'est partout. Là. Okay, mais un média peut vraiment contrôler une histoire puis diriger une audience vers une certaine façon de penser. Fait que tout dépendant comment que le média est pour contre l'histoire, il y a toute une manipulation médiatique qui est là. Puis moi, j'ai l'impression que Urban Secret, c'était comme, le gars qui fait de l'argent qui ne va pas payer ses taxes, ce qui était vraiment pas ça. Moi, mon point, c'était comme, hey, t'as une compagnie qui fait des milliards, OK, qui vient exploiter l'industrie du tourisme au Québec, qui prend son 15% de commission, l'envoie dans des paradis fiscaux en Irlande, ne paie aucune taxe, aucune TPS, aucune TVQ, rien, fait des milliards, OK, et tu sautes sur le petit qui essaie de survivre et de ne pas se mettre sur le BS, tu sais. Yeah. C'est quoi what's the deal? Par rapport à ça, je recommande à tout le monde, il y a un excellent reportage de l'équipe de Radio-Canada par rapport à KPMG qui a été fait, justement à toute l'évasion fiscale qui a été fait justement en Irlande, comme tu l'as mentionné, aussi plein de régions en Europe, en Suisse notamment. Donc, bref, je vais juste faire une petite recommandation pour tout le monde. Ouais, et à cause de ça, je me suis mis à lire beaucoup de livres sur la taxation, sur la fiscalité. Je me suis mis à... Écoute, j'ai parlé à des avocats là, qui étaient comme à 500$ à l'heure sans entrevue. C'était comme incroyable, là, qui voulaient m'aider et tout et tout. Puis tout le monde disait c'est vraiment dur à débattre ce cas-là, tu sais. Mais ça m'a fait découvrir tout cet univers-là que je connaissais pas, tu sais. J'ai viens plus, comme je dis, du milieu du cinéma. Mais, ouais. Mm-hmm. Puis tout ça pour nous ramener... Je nous ramène aussi un petit peu au Québec. Si je nous ramène un petit peu comme tes origines, tout ça, Laurent Papineau, là, tu en avais parlé dans l'épisode... Pas dans l'épisode, mais excuse-moi, préalablement à cet épisode. Ouais. Puis comment ça shape genre une partie de ton identité à être comme... Parce que Laurent Papineau, c'est une rue ou une section en Estrie qui est comme pas mal bâtie par les Papineau, ta famille. Parle-nous un petit peu de ça, peut-être. Il y a beaucoup de Papineau en Estrie, dans la région de Bromont. Ma famille vient de là. Puis derrière la montagne de Bromont, entre le lac Brome puis Bromont, il y a un rang qui s'appelle le rang Papineau. Puis, fait que moi, j'ai à peu près, on est 15 cousins. Mon père, c'est bon, mon père, sont 6 enfants. Fait que mon grand-père, qui avait 98 ans cette année, il vient de décéder, il a peut-être 2-3 mois, tu sais. Mais, merci. Mais il y a eu il y a quand même eu une belle vie. Puis mes grands-parents, ils ont vécu toute leur vie dans le Grand Papineau. Ils ont jamais... Tu sais, mon grand-père, je pense je sais pas s'il est déjà venu à Montréal. Vraiment, là, tu sais, on est dans le Grand Papineau, puis c'est mon arrière-grand-père qui avait ouvert le Grand Papineau à H. La légende dit qu'il avait, tu sais, ouvert le rang puis défriché pour faire les champs et tout. Un d'homme alpha. Non, mais c'est ça. Fait qu'il y a toute une histoire là. Fait que moi, ma jeunesse, je l'ai passée, tu sais, dans les années début 80, quand on avait 6 ans, on allait faire du skidoo dans les champs. Mon oncle était fermier, fait que j'ai passé mon adolescence à aller faire du foin à Coaticook avec mes autres cousins. Fait qu'on était tout le temps dehors, on était tout le temps en nature. Toute ma famille aime beaucoup la nature, aime ça être vraiment en contact soit avec les animaux, soit avec la nature. Puis indirectement, je ne m'en rendais pas compte, mais il y a quand même des montagnes dans ce coin-là. Tu sais pas quand tu es né là parce que tu t'en rends pas compte. Fait que moi, quand j'étais allé dans l'Ouest, c'était comme il y a un attachement, il y a un cercle là. Et il y a une petite histoire qu'à un moment donné, entre Frogs et Urban Secret, j'ai des amis, je savais même pas qu'il y avait des chalets à louer, tu sais, en Estrie.
une dizaine d'années. Puis j'ai des amis qui m'avaient mis en charge de louer un chalet dans le coin. Fait que je me suis mis à faire des recherches. J'ai découvert qu'il y avait un écosystème de chalets à louer, justement, non seulement en Estrie, mais partout au Québec. Puis j'avais trouvé un chalet à louer à Mansonville pour une semaine, 800$ pour 8 personnes. J'étais comme 100$ chaque. On est là une semaine. Ça ne coûte rien. Puis je me mets à calculer comment que le propriétaire fait. J'étais comme, il fait 800 pour une semaine. Ça fait 3200 par mois. Un beau petit chalet en bois rond. J'étais comme, my God, man, c'est nice. Ouais. Fait que c'est dans le coin de tout ça, de Urban Secrets, que je me suis mis après ça à analyser le marché. J'ai commencé à faire la location court terme. Je me suis mis à analyser le marché des propriétés en vente, genre sur Centris du Proprio. Les packs, puis le marché locatif sur les autres plateformes comme Chalet Louis, Chalet au Québec. Pendant 1 an, j'ai fait une recherche pour essayer de voir tout ça. Puis à un moment donné, j'ai vu une propriété passer à Austin, à Projet Magog, puis on a acheté notre premier chalet là-bas en fin 2012, 2013. Ouais. Nice. Mais si on fait même un volet historique justement de l'histoire des chalets, puis ça, je suis quand même curieux d'avoir ton interprétation, mais pour ceux qui ne savent pas, les chalets, tout ce que je dis, ça se base d'un mini-épisode qui a été fait à Salut Bonjour, que je vous recommande fortement à l'écouter. C'est que la montée des chalets s'est passée au courant du 20e siècle. Et si vous ne le savez pas, il y a environ 150 000 chalets ici au Québec pour l'instant. Et les deux régions principales, c'est en Saguenay et à la Naudière. Vous allez dormir moins con aujourd'hui. Dis-moi merci. Donc, merci. Ça m'épate, 150 000. Ça me semble incroyable. C'est fou, puis ça a grandi encore plus. Puis là, qu'est-ce qui a été expliqué? C'est dans les années 50 puis les années 60, justement, c'est les 30 années glorieuses aussi au Québec. C'est qu'il y a eu vraiment le premier exode rural de Montréal puis dans la ville de Québec. Exemple, les premiers chalets dans la ville de Montréal, c'était au Mont-Royal. Et c'est aussi dans l'est de Montréal. C'est quand même assez fascinant parce que quand on pense au plateau Mont-Royal, on est comme... on s'imagine le bougie spot, mais il y a une époque où c'était plein de terre. Non, il y avait un terrain de golf justement pour les bourgeois justement de la ville de Mont-Royal. Puis là, maintenant, on est rendu où il y a un énorme sentiment d'appartenance dans les chalets. On part en Estrie, il y a maintenant Cowansville, Sutton, Bromont, Knowlton, Bonneville, je peux en parler, mais toutes ces régions-là, ça connaît un boom énorme. Exemple, j'ai la mère d'un de mes bons amis elle a acheté le chalet avant, je pense, à 200 000. Puis maintenant, elle est capable de louer le chalet, vraiment un shack presque, à Lac-Brome, pour 5 000 $ par mois. Ça a explosé. Donc, comment tu vois, vraiment, oui, la montée de la valeur justement des chalets dans les streams, mais aussi des chalets au Québec en général, mais surtout le sentiment d'appartenance des Québécois envers justement l'exode à aller dans ce chalet, dans son propre petit cocon, et vraiment s'isoler, mais dans son propre chez-soi. Écoute, si on parle des Québécois de souche, les Papineaux, c'est pas mal ça. Ils ont toujours aimé être en nature, le temps des sucres, les saisons et tout. Fait que c'est sûr qu'il y a un attachement là. Fait que tu parles du Saguenay et tout ça, c'est quand même très Québécois de souche dans la région. Mais moi, je pense présentement que ayant vécu, comme je te dis, dans l'Ouest canadien, si tu regardes les valeurs de propriété en nature, entre Toronto, va à Vancouver, va dans les Rocheuses, va voir les prix, OK? Tu vas trouver que le Québec, là, même si présentement ça a triplé depuis 2 mois, ou je sais pas, là, tu vas dire, mon Dieu, c'est encore un deal au Québec. Donc, d'après moi, il y a encore beaucoup de place pour le Québec pour rattraper le délai de marché qu'on a en comparaison avec le reste du Canada. Puis, c'est la même chose aux États-Unis, ça va dans le coin de Boston, ou tu s'en vas, je sais pas, dans le coin de New York. C'est très dispendieux, les propriétés là-bas. Puis, d'après moi, ce qui se passe présentement avec le COVID, dans mon pitch de WeChalet, quand on va bâtir un pitch deck pour faire aller chercher du financement, on avait un historique de toute la data, justement, des propriétés en nature. Dans les 10 dernières années, donc le marché du voyage global, c'est un marché d'à peu près de 5,3 trillions de $, ce qui est quand même, c'est énorme comme marché. Beaucoup de zéros. Ouais, beaucoup de zéros. Et ça, 10 ans, donc on parle avant le COVID, 10 ans, le marché du voyage nature-aventure représentait à peu près 3% de ce marché-là. 10 ans plus tard, représentait 12%. Ça, c'est juste avant le COVID qu'on a fait faire le pitch deck. Puis si tu vois ce qui s'est passé avec le COVID, au Québec, quand le COVID est arrivé, ils ont arrêté le marché pendant 3 mois. C'était interdit pour les citadins de sortir des villes. Okay. Et ça, c'est arrivé dans plusieurs régions du monde. Puis aussitôt qu'ils ont réouvert la valve l'année passée, à partir du 1er juin, ça a été l'exode vers la nature, vers les régions. Puis moi, ce que je pense, puis là, ça a lancé l'immobilier, tout s'est mis à monter cette année et tout et tout. Nous aussi, on avait
notre propriété qu'on a achetée en 2013, on vient de la vendre là, quelques mois, ça avait triplé en valeur par rapport. Félicitations, man. Félicitations. Ouais, mais ça s'est pas fait seul. On a travaillé fort pour nous-mêmes, pour l'embellir et tout. Et ça, tu sais, je veux dire, c'est ça. Des fois, ça paraît, wow, tu sais, il a fait de l'argent. Non, mais Chris, j'ai travaillé, là. J'ai travaillé comme un mal mental pendant des années pour le. Donc, oui. Mais moi, ce que je pense qui va arriver avec le COVID, c'est que tout ce qui est le travail remote a pris toute une autre dimension. Donc, ça va continuer après le COVID que les gens continuent à travailler remote. Puis, de ce que je lis, je m'informe quand même, je tripe beaucoup sur Tesla, conduite autonome et tout. Et tout ce qui nous pend devant le nez, ça va être quoi les 10 prochaines années, de 2020 à 2030? On rentre dans quoi, tu sais? Moi, je pense qu'on rentre dans une ère vraiment d'automatisation définitivement parce qu'un auto qui se conduit seul, c'est de l'automatisation, tu sais. Puis ça va-tu être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est peut-être 5 ans, peut-être moins. Elon Musk te vend n'importe quoi. Ça dépend qui tu écoutes. Si tu écoutes, je pense pour tous ceux qui sont fans de stock market et de finance, si tu écoutes un peu Ark Invest de Cathie Wood, eux sont extrêmement bullish. Ça va arriver dans les 2-3 prochaines années, mais ça dépend aussi par rapport aux réglementations aussi qui a fait au niveau gouvernemental par rapport à ça. Ouais. J'ai un modèle Y qui se conduit déjà semi-autonome présentement, là, tu sais, puis il prend un curve puis tout, puis j'ai pas payé le gros package à 10 000 de plus pour qu'il se conduise tout seul. Puis ça, c'est du software. Ton auto est rendu un ordinateur. Elle est pluguée sur l'Internet tout le temps, puis elle est tout le temps en train de s'améliorer. Donc, c'est sûr, dans les 10 prochaines années, on rentre dans l'ère de la conduite autonome. Si ton char se conduit tout seul, puis que ça devient même un espace de vie pour travailler pendant que tu te déplaces, ta propriété en nature qui est à 3 heures, 4 heures de Montréal, tu vas travailler pendant ce temps dans ton char. Ça va, de ce que j'ai lu en ligne, ça va avoir un gros impact sur l'immobilier aussi, qui va être hors des villes, tu sais. Donc, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qui nous pend encore en plus de ça dans les 10 prochaines années? Puis moi, avec WeChalet, c'est dans cette direction-là que je vais aller. Je veux beaucoup aller dans l'automatisation je veux beaucoup aller dans l'automatisation de plusieurs procédés qui sont tout manuels présentement, qui sont tout décentralisés. Puis je veux vraiment améliorer cette problématique-là parce que présentement, quand tu loues ta propriété sur multiples sites, c'est vraiment un bordel de gestion. Puis il y a des bordels de différents niveaux. La main-d'œuvre est très difficile à trouver aussi. Donc, il y a de l'optimisation à faire au niveau de la gestion multisite, automatisation des communications à toutes tes équipes d'entretien, à tous tes voyageurs multisites et à aider à trouver la main-d'œuvre ultimement et les activités de plein air qu'il y a alentour d'une propriété. Là, tu sais. Il y a beaucoup de potentiel de croissance. Puis par main-d'œuvre, tu parles de genre les gens qui vont s'occuper du chalet, le préparer pour les prochains qui vont venir. Right? Ouais, ben, présentement, c'est bien beau. Il y a beaucoup de monde qui achète des chalets présentement, mais qui ont, quand ton chalet est à 2 heures de Montréal, puis là, qu'après ça, surtout si tu m'as loué toi-même, puis que là, tu sais, quelqu'un qui a cassé un pot de fleurs le dimanche soir, puis là, il faut que tu ailles 2 heures d'ici, aller magasiner ça, réparer ça, puis là, tu reviens en ville, puis ci, puis ça. Puis là, il y a le gazon, puis là, il y a la neige, puis là, il y a le bois à couper, puis là, il y a les feuilles mortes, puis là, il y a ci, puis c'est énorme, là. Donc, c'est ça la grosse différence entre les propriétés en nature versus un condo sur le Mont-Royal. Quand tu fais la gestion d'un condo sur le Mont-Royal, c'est juste l'intérieur. Fais ton ménage, change les draps, puis that's it. Mais quand tu te mets à gérer une propriété spécifiquement au Québec, 4 saisons, à chaque 3 mois, il y a tout le temps de quoi de nouveau, ça finit plus. Fait que tu as tout l'entretien intérieur puis extérieur. Donc, il y a toute une complexité au Québec. Puis, si on peut peaufiner notre produit sur le marché québécois avec WeChalet, on va pouvoir l'exporter ultimement. C'est de la tech, c'est scalable, là, tu sais. Fait que moi, le marché québécois avec WeChalet, je vois comme étant un marché de rodage. C'est un marché anglais-français, super pour les langues. C'est une difficulté pour nous parce qu'il faut en partant avoir les 2 langues, tu sais. Mais après ça scale d'autres langues. C'est un marché qui a beaucoup de lacs, beaucoup de montagnes de ski. Donc, marché 4 saisons. Donc, c'est un marché qu'on peut expérimenter la formule dans toutes les saisons. Puis après ça, tu peux scaler ça dans où il y a des montagnes de ski ou dans d'autres territoires, au Costa Rica, en France, whatever. Donc, et je veux rentrer, comme je disais, je veux innover. C'est ça que je veux faire. Je veux pas juste copier. Je veux innover. Puis je vois différentes façons de le faire. Nice. Donc, dans un monde idéal, genre, tout est automatisé. Tu as même la plateforme pour mettre en lien avec les gens qui vont faire l'entretien, qui vont venir, tous les trucs parallèles à avoir un chalet puis le mettre sur WeChalet.
propriété en nature. Ouais, excusez-moi, propriété en nature. Ouais, ultimement, que tu aies un condo à Tremblant, que tu aies un shack une aussi. maison de campagne, un shack. Mais c'est ça, oui. Écoute, oui, tu devrais être capable de trouver autre chose que juste des propriétés en nature, ultimement, dans WeChalet, tu sais. Puis il y a un écosystème pour les voyageurs, parce que tu as un two-sided market présentement. Tu as le côté qui est... c'est ça la complexité de créer un two-sided market, c'est l'offre et la demande, tu sais. Tu n'as pas juste un client, il faut que tu te crées 2 clients, tu sais. Puis la formule de WeChalet dépend, ça part tout des autres, des propriétaires de propriétés en nature. Si on n'a pas de propriété en nature, on ne peut pas trouver de voyageurs. Et il faut que les propriétaires en nature, il faut que les propriétaires soient responsive, il faut qu'ils répondent aux demandes, il faut faut que les annonces répondent à ce qu'on voit en ligne, il faut que les prix soient à jour. Puis là, la part des propriétaires présentement sont sur plusieurs sites. Donc, il faut que le calendrier soit synchronisé aussi. Parce que sinon, tu m'envoies des bookings pour des dates qui ne sont pas dispo. Tu sais. Tu peux pas double book, là, ça fonctionne pas. Non, c'est ça. Ça a été notre plus grosse problématique l'été passé. Là. Ça a tellement enlevé à partir du 1er juin, là, ça a explosé. L'année passée, on a fait 500% le chiffre. Notre première année, c'était du mars 2019 à mars 2020, je te dirais. On a fait 500% le chiffre d'affaires d'avant. Ouais. Congrats! Mais, puis merci. Ouais, mais c'était pas parfait. Ça a été la folie l'année passée. Mais cette année, on s'attend à faire un autre 500%. Nice. Avec, mais parlons de cette année, puis en fait, je passerai justement à la prochaine section qui est justement du pain sur la planche. Là, on parle justement du futur, on parle de WeChalet, qu'est-ce qui s'en vient, etc. Mais là, le balado va sortir en mi-juin. Puis un des trucs qui va être sorti, je l'espère, c'est la fameuse collaboration Bud Light WeChalet. Peux-tu m'en parler? Ouais. Ouais, ben fin 2020, c'est Labatt qui a Bud Light. Labatt a plusieurs bières au Québec. Bud Light est brassé au Québec. Ils nous ont approché pour faire un partenariat au tout début, on parlait de mettre WeChalet en valeur sur 100 000 caisses de bière Bud Light, ce que je trouvais énorme. Puis finalement... Ils ont dit non, c'est pas assez, on va en mettre plus. Le deal a évolué. On va être mis en valeur sur 850 000 caisses de bière Bud Light. Wow. Toutes les caisses de bière vont être brandées WeChalet. 25% de la superficie va avoir une bannière. C'est un concours qu'on lance, fait que c'est un concours WeChalet Bud Light. Avec les logos WeChalet sur la caisse. Puis chaque caisse va avoir un coupon rabais de 25$ dans WeChalet. Nice. Donc, c'est 850 000 cas de rabais de 25$ qui vont circuler sur le marché. Puis, on fait tirer 10 grands prix de 3 000$ pour que les grands gagnants puissent booker ce qu'ils veulent dans WeChalet. Nice. Peu importe c'est où au Québec. Ouais. Puis, il va y avoir des centaines de prix intermédiaires là, que Bud Light, Labatt vont donner aussi. Là. J'imagine juste Parc Jarry, le Canal de la Chine, tout le monde qui vient le jeudi, le vendredi avec leur caisse de 24 après, comme ça, tu sais quoi. On prend WeChalet puis on s'en va dans l'ouest. On s'en va dans l'ouest ou on s'en va dans un chalet pour la fin de semaine, mais n'importe quoi. L'idée, c'est qu'en fait, ta caisse de bière ne te coûte rien si tu fais un booking sur WeChalet. Puis le booking minimum, c'est de faire un booking d'au moins 250$. Ce qui, écoute, le booking moyen sur WeChalet présentement est un peu plus que 1000$. Donc, de demander de faire un booking de 250$. À 250$, nous autres, on break even, on fait pas une scène. Le gamble avec WeChalet, c'est que moi, sachant la data, on a quand même de la data maintenant, on a plus que quasiment 1 an et demi de booking, fait qu'on peut voir que le booking moyen est plus que 1000$. Fait que mon gamble, c'est OK, on va, sur un booking de 1000$, WeChalet fait à peu près 15% de commission. Okay. 15% de commission. Dans notre frais, un des coûts qui est le plus cher pour WeChalet présentement, c'est PayPal, qui nous charge 3% de commission pour faire. Okay. Mais 3%, c'est 3% sur notre 15%. Fait que PayPal représente 20% de nos pertes de revenus présentement, quasiment. Donc, il nous reste à peu près 12%. Donc, sur un booking de 1000$, il reste à peu près 120$ à WeChalet. Donc, si on donne un 25$ pour faire un booking, ça veut dire qu'il nous en reste 95-100 à peu près, à la place de 125. Tu comprends? OK. Puis ces pourcentages-là, d'ailleurs, je pense ça de même, mais c'est comparable à l'industrie et tout, c'est compétitif avec les Airbnb. C'est dur à savoir. Ben, je peux pas savoir, moi, les chiffres des autres plateformes, parce qu'il n'y a pas juste Airbnb, il y a VRBO, il y a Booking.com, il y a Expedia, il y a TripAdvisor, il y en a différents types. Comme je te dis, tout dépendant c'est quoi le marché, parce que même là, on s'est mis à segmenter c'est très récent, là. On est en train de faire un gros plan d'expansion de WeChalet. Je suis un peu chanceux. Le COVID a fait en sorte que Airbnb a un bureau à Montréal, Luxury Retreats, ils ont fait une acquisition là. Ils ont laissé aller 200-250 personnes l'an passé.
Il avait fait un site web en ligne avec tout le talent qu'il laissait aller, puis avec toutes leurs expertises. J'ai passé un week-end à regarder tout le talent. Oh, wow! J'ai spoté les 20 personnes qui fitaient plus avec We Chalet. Je les ai toutes passées en entrevue. Et là, j'ai engagé des personnes de ce clan-là. Et on est en train de faire un plan d'expansion Bravo. sur les propriétés en nature avec des gens super expérimentés. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'avec les différentes régions du Québec, on a des régions où on est très fort présentement et on va aller continuer à renforcer notre force dans ces régions-là en sachant quel type de listing dans ces régions-là book bien. Ok. Et c'est quoi le nombre de nuitées dans cette région-là qui est populaire? Donc, si c'est 4 nuitées et plus, ben, si un listing demande un minimum de 7 nuits, 4 nuitées et moins, ben, si quelqu'un demande 7 nuits comme minimum, ben, c'est pas un listing qui fit. Fait qu'il y a full optimisation qu'on est en train de mettre en place. Ça, là, ça kick in comme la semaine prochaine. Mais c'est un travail de 6 mois qui est en train de kicker in. Là. Qui n'aurait pas fonctionné sur WordPress, là. Non, en fait, la campagne Bud Light, je suis vraiment chanceux parce que c'est eux autres qui sont venus à nous. T'sais. Le but de la BAT, Motodis, c'est quoi? C'est que leur compétiteur, c'est Coors Light. Donc, ils veulent qu'un consommateur arrive à l'épicerie, puis souvent, le choix de la bière va se faire à l'épicerie, vraiment sur la tablette, puis ils veulent que le consommateur dise « Je vais prendre la caisse de Bud Light ou les Coors Light ». Donc, eux autres, ils vont faire des gros... Écoute, c'est fou la campagne qu'ils font, là. C'est énorme. Là. Je veux dire, toutes les grosses épiceries du Québec vont avoir des stands, tu sais, We Chalet Bud Light dans le milieu des épiceries, des tapis dans les frigidaires. OK, ils vont ce gros volet expérientiel. Ah non, mais ils vont pousser... C'est le plus gros deal qu'ils ont jamais fait avec un partenaire du genre, tu sais. Les plus grosses campagnes qu'ils avaient faites au Québec, c'est à peu près 100 000. Fait qu'ils misent beaucoup sur cette campagne-là. Puis cette campagne-là, ultimement, on peut la répliquer dans d'autres provinces parce que la BAT est positionnée dans tout le Canada anglais. Nice. Puis pourquoi ils ont choisi vous, jeune startup dynamique? La BAT, moi, je les trouve quand même très innovants. Le gars de marketing, il est jeune, puis écoute, man, il a une très bonne... Tu peux faire un shout-out, tu peux pas profiter. Non, mais le gars, c'est lui qui a eu l'idée. Là. Il voulait faire un concours pour faire tirer un genre de chalet à Tremblant, mais eux autres, leur communauté est partout au Québec. Fait qu'ils trouvaient comme... On ne va pas forcer quelqu'un qui gagnerait en Gaspésie de venir à Tremblant. Fait que, qu'est-ce qu'on peut... On peut trouver une compagnie, puis il aime s'associer avec des plus jeunes compagnies québécoises. Il voulait supporter une entreprise locale. Puis, tu sais, il nous a spotés l'an passé. Fait que c'est le même qui est venu à nous, tu sais. Fait que, ouais, c'est intéressant. Mais autant le deal peut aller dans une expression explosive, mais aussi si ça... ça peut dégringoler d'un côté, tu sais. Parce qu'ils vont faire tirer des genres de bateaux gonflables. Ils disent, si quelqu'un se noie avec une Bud Light sur le bateau gonflable en face d'un We Chalet, puis qu'on a la photo, ils disent, ben là, il faut retirer toutes les caisses la campagne, il faut la tuer. Donc, écoute, on espère que ça n'arrivera pas, là. C'est du bois. Ouais, ça, c'est du bois. C'est du bon bois, t'inquiète. On va carrer. Mais non, c'est excitant. C'est vraiment excitant. Fait que notre équipe, on a rendu quasiment 20 personnes qui travaillent sur We Chalet avec tous les consultants et tout. On est 3 employés officiels. On vient d'engager notre 3e employé officiellement la semaine passée. Yes. Puis en tout, c'est quasiment plus qu'une vingtaine de personnes avec les consultants et tout, là. Fait que tout le team, cette semaine, on a un full meeting pour préparer tout ça. C'est super excitant. Tout le monde est... Nice. C'est nice. Ah, j'ai hâte. Nice. Mais tu sais quoi, je vais prendre le moment, c'est la dernière question du balado parce que sinon on pourrait concevoir des heures, mais je vais quand même aussi prendre le temps de saluer ton parcours parce que tu as eu beaucoup de bas, beaucoup de hauts, beaucoup d'embûches et vraiment comme l'ambition que tu as, le drive que tu as, les projections d'avenir que tu as, c'est vraiment bravo pour ça. Puis à travers tout ce que tu as vécu par rapport à ta relation aussi au Québec, c'est un peu la question cliché, mais est-ce que tu penses que maintenant, selon toi, le Québec est né pour un gros pain? I don't know. OK, on va pas parler de ça. En anglais. Je sais pas. Faudrait demander à la jeunesse. Je sais pas. Hein. C'est la prochaine génération. Hein. Ceux qui ont 15, 20, 25, 30, je sais pas. Mais je devais un exemple que toi, quand, évidemment, quand... T'as quel âge, ça? Moi, 24, toi? 24, 23. Youngin. Non, je laisse. Des bébés. Mais exemple, tu sais, pour toi, t'as vraiment vu le nez pour un petit pain, genre... fois 1000 en stéroïdes. Quand tu as justement le backlash avec Airbnb, etc. Ouais, c'est vrai. Puis là, ouais, c'est tellement ça. Ouais. C'est ça, parce que, tu sais, premièrement, tu fais une entreprise en anglais, une entreprise du Québec qui parle d'argent puis qui est fière d'affirmer que genre je me fais tel nombre de cash pour attirer des clients. Puis là, maintenant, tu viens avec le volet de nez pour un gros pain où on parle d'innovation, on parle de nouvelles technologies, etc. Ton parcours est un peu vraiment le reflet un peu de justement la grosse transition qui est en train de se faire un peu en ce moment indirectement. Donc,
C'est aussi pour la relève entrepreneuriale, notamment. C'est quoi un peu aussi les conseils que tu verrais pour que le Québec soit encore plus né pour un gros pain? Oui, Chalet, je me suis fait gros à Chalet au début parce que c'est WE Chalet aussi. Même pour enregistrer le nom de commerce, là, l'Office de la langue ne voulait pas reconnaître Oui Chalet. Il fallait, pour les compagnies, il fallait que j'appelle ça Oui Chalet Nature Inc. Ou, en fait, en français, c'est Nature Oui Chalet Inc. Ouais, il en faut que tu anglais, mettes c'est le Oui truc Chalet en français avant. Puis Technologie Oui Chalet. Puis il y a beaucoup de monde qui me demandait pourquoi c'est WE. Mais WE, pour moi, je veux bâtir une marque de commerce spécialisée dans tout l'écosystème nature global. Puis c'est pas on appelait ça mon chalet à louer dans le rampapineau.com que je vais créer un brand comme ça, tu sais. Je veux dire, donc moi c'était, mais en anglais, oui, chalet, ça passe super bien. Quelqu'un qui a un beau chalet à Aspen au Colorado, à Gamay Chalet. Ça fait très bougie. Là. Ouais, ça fait. Puis tu sais, j'ai travaillé avec des équipes en Inde. Du monde qui nous aide, j'ai une amie qui son chum était mexicain, puis c'est We Chalet. Ça fait que ça passe aussi, tu sais, dans différentes langues. Et WeChat, c'est une des plus grosses compagnies au monde. On est à 2 lettres de WeChat, là, tu sais. Puis moi, l'inspiration, il y avait WeWork avant que ça prenne le bar. Le bar. Mais tu sais, il y a quand même un gros brand, c'est WeTransfer, WeChalet, WeChat, anyways. Fait que moi, c'était ça ma vision. Puis si tu regardes, c'est vrai, mon film, c'est Deux Frogs dans l'Ouest, qui est aussi anglais-français. J'ai vraiment un lien. Si tu regardes ma vie, là, il y a un lien à la nature dans toute ma vie. Il y a un lien anglais-français dans tout ce que j'ai fait. Il y a un lien au voyage, découverte de soi, le voyage à travers la connexion à la nature. Ce qui était Deux Frogs aussi. Puis pour le petit pain, si on revient à cette question-là, je sais pas, tu sais. Moi, je pense qu'avec l'Internet de nos jours, si tu parles juste anglais, si tu parles juste français, tu fais tout juste en français. On en parlait tantôt avec le podcast ici. Tu deviens très niché seulement au Québec, seulement potentiellement si tu peux aller vers la France et tout. Mais côté entreprise, c'est ça. Ultimement, c'est Piecemeal qui était là. Ouais. C'est un mot anglophone. Puis j'avais lu des articles là-dessus qu'il y en a des entrepreneurs québécois qui se faisaient comme bâcher un peu parce que leurs entreprises avaient un nom, soit anglophone ou une connotation anglophone, tu sais. Mais qu'est-ce que tu fais, mettons, des entreprises comme Bombardier, Cirque du Soleil, qui sont des... Céline Dion, tu sais, qui ont quand même... Est-ce que c'est vraiment un frein ou c'est plus quelque chose qu'on se dit? Bombardier, c'est un nom de famille. Cirque du Soleil, Cirque du Soleil, je suis pas sûr, moi, avoir été le fondateur de Cirque du Soleil, j'aurais probablement pas appelé de même, tu sais. Donc, je sais pas. Écoute, moi, là, suis ton feeling. Suis ton guts, suis ton intuition, OK? S'il y a une chose que je peux laisser, c'est vraiment ça. Suis ta voix intérieure, tu sais. D'habitude, si tu écoutes ça comme faux, là, puis autant d'un bar, quand ça dit de le faire, de ne pas le faire, d'habitude, ça peut mener à quelque chose d'assez intéressant dans ta vie, tu sais. Donc, ultimement, il faut être passionné. Tu sais, moi, c'est pas juste... Le côté argent, oui, je veux faire de l'argent avec We Chalet un jour, je veux pas me mettre en faillite encore puis tomber dans... J'ai vraiment pas le goût de vivre ça. C'est que j'ai pas le goût de vivre ça. On tape du bois. Ouais, mais je suis passionné de ce que je veux faire avec l'innovation, là, ça. Donc, si tu es passionné de ce que tu veux faire en tant que jeune entrepreneur, puis que ta vision... le Québec, c'est un super bon marché pour partir un produit, ultimement, mais c'est bon, je pense, si tu veux vraiment en vivre, tout dépend c'est quoi le produit. Il y a des entreprises que tu peux juste vivre au Québec puis au Canada, anglais, puis avoir, une entreprise. C'est pas pour tout le monde de faire une entreprise globale, tu sais, ça prend du guts, puis ça prend de l'énergie, tu sais. Fait que ça dépend c'est quoi, qu'est-ce que tu veux faire, là, tu sais. C'est quoi le pain que tu veux avoir? Si tu veux un petit pain puis t'es content avec, mange-le ton petit pain, man. Puis si tu veux ton gros pain, go for it. T'es capable. Tu sais, je veux dire, fait que ça dépend de ton appétit pour le pain. Il n'y a pas meilleure phrase pour faire ce podcast, là. Je pense sur That's it. Bravo. Regarde, Danny, un énorme merci pour cette belle conversation. C'était wow, incroyable. J'espère que vous avez bien aimé l'auditoire par rapport à cette discussion. Donc là, c'est un peu ton moment de gloire. On revient dans tes young days d'acteur. Tu vois la caméra devant toi. C'est ton 30 secondes de gloire. Où on peut suivre Danny Papineau? Où on peut suivre We Chalet? We Chalet. We Chalet, en fait, si vous allez wechalet.com, c'est le site web. On a en date d'aujourd'hui, on est rendu à 730 propriétés en nature. Si vous êtes un autre qui avait des propriétés en nature, c'est gratuit de lister sur We Chalet. Vous pouvez synchroniser vos propriétés avec d'autres sites sur lesquels vous êtes affichés.
Si vous êtes un voyageur puis vous voulez supporter une entreprise québécoise 100% locale, à la place de booker un Airbnb ou VRBO, Booking.com, venez booker sur WeChalet. Yes. Puis, quoi d'autre? On est sur Instagram, W_chalet, parce que quelqu'un m'a pris la chalet WeChalet. Puis, tu sais, j'ai mes réseaux sociaux perso, là, tu sais, Danny Papineau. Puis, moi, je suis sur Instagram aussi, je pose des stories ce temps-ci. Oh, c'est un influenceur depuis ça ou? Non, écoute. Il faut que j'en fasse un peu quasiment. Ouais. C'est pas mon. Comment dire? Mais je fais gros des marches en nature. Je viens d'acheter une propriété à Shefford. Fait que je suis en train de me promener un peu dans la nature. Fait que je poste un peu de ma vie. Je suis en train de rénover une maison. Puis je fais de la peinture. Puis je fais WeChalet dans tout ça. Fait que c'est un peu ça que je poste présentement. Mais je vais aussi faire un call to action parce que je sais que ça m'a beaucoup de personnes de mon âge, beaucoup de mes amis qu'on parle beaucoup d'investir dans des chalets, etc. Puis je pense que tu as une énorme expertise par rapport à ça. Donc ceux qui ont des envies justement d'apprendre des connaissances sur le real estate, sur le chalet, quoi que ce soit, je pense que ça serait quand même une bonne idée de te contacter, à poser des questions parce que je pense que tu as énormément de leçons à apprendre par rapport à ça. Ouais, puis j'aime ça aider le monde, sérieux. T'sais, moi, s'il y a une chose que j'aime faire, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé et qui continuent à m'aider, puis j'aime ça aider aussi. Fait que oui, ça me fait plaisir de répondre à des questions. Pas de problème. Alors, sur ça, si vous avez des questions, des commentaires, des opinions, des points d'amélioration, ou même juste des questions par rapport à nous, par rapport à Danny, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter, soit en commentaire, en DM, quoi que ce soit. Le but, justement, c'est que le balado, on grandit à travers vous et le balado est fait par vous, pour vous. Donc, on est prêt à suivre tout votre engouement par rapport à cet épisode. Encore une fois, Danny, un énorme merci. Merci, les gars. Louis, merci. Et on se voit au prochain épisode. Yes. Et c'est déjà la fin de l'épisode. On tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du balado Né pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.